Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans le locaux de l'ASBL Modette. Comme promis, voici la vidéo concernant le slicer Cura qui vous permet d'utiliser votre imprimante 3D. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un programme nommé Cura. Et Cura, c'est quoi en fait? C'est un logiciel de la marque Ultimaker. Ultimaker est un fabricant d'imprimantes 3D. Leur logiciel Cura est un programme open source qui vous servira à préparer le modèle 3D à être imprimé sur votre imprimante de type FDM. Et tout ce charabia veut tout simplement dire que Cura va transformer le modèle que vous avez imaginé et dessiné ou que le modèle que vous avez récupéré sur un site comme Thingiverse par exemple va être transformé en une suite d'instructions que votre imprimante 3D pourra comprendre. Et le type FDM signifie qu'il s'agit d'une imprimante 3D qui dépose du filament couche après couche. Quand je dis préparer, c'est-à-dire qu'il va en fait découper votre modèle à imprimer en couches successives. En français, on parle de trancher, donc découper, slicer en anglais. En clair, votre modèle est composé en couches successives. Couches qui auront une hauteur égale à la hauteur d'impression de votre imprimante. Comme on imprime souvent en 0,2 mm, chaque couche aura cette épaisseur. Donc, pour imprimer un vase de 10 cm de hauteur finie, Cura va calculer les 500 couches nécessaires. Eh oui. Cura va calculer la façon la plus directe pour imprimer votre modèle 3D, si compliqué que vous avez mis 3 mois à dessiner sur Fusion 360. Mais cette étape, on vous l'expliquera une autre fois. Cura va pouvoir donner des instructions à votre imprimante 3D comme la température, le déplacement de la tête d'impression, mais également les accélérations, la quantité de filaments extrudés, etc. Imaginez que vous devriez tout calculer par vous-même. Il faudra dire à l'imprimante 3D où commencer, de combien elle devra avancer vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, et à quelle température chauffer le filament, combien de millimètres de filament faire avancer, etc. Un beau bordel en fait. Cela pourrait ressembler à ce qui va suivre. Chauffer filament à 205 degrés. Lever la tête de 10,2 mm. Aller totalement à gauche. Aller totalement à l'avant. Positionner la tête à 12,32 mm vers la droite. Positionner la tête à 28,54 mm vers l'arrière. Descendre la tête à 0,2 mm. Avancer filament de 38 mm. Chauffer le filament à 205 degrés. Avancer filament de 38 mm. Déplacer la tête vers l'arrière de 18 mm. Avancer filament de 56 mm. Aller vers la droite sur 25 mm. Etc., etc., etc. Les valeurs de placement que j'ai données ici sont bien sûr inventées. Mais cette liste n'aurait imprimé qu'un coin de 0,2 mm d'épaisseur de 18 sur 25 mm de côté. Imaginez-vous d'écrire tous les déplacements ainsi manuellement pour imprimer, disons, ne fût-ce qu'un simple porte-clés. À devenir fou. Donc Cura va s'en charger pour vous. Génial, non? Bon, Cura n'est qu'un slicer parmi tant d'autres. Pourquoi on utilise Cura et pas un autre? Ben, tout simplement parce qu'il est fourni avec la plupart des imprimantes sur le marché, et ce, gratuitement. Et puis, il fait son travail correctement. Cura n'est pas le meilleur slicer, ni le plus rapide. C'est pas non plus lui qui vous facilitera la compréhension des réglages possibles. Hein. Non, Cura n'excelle en rien. Mais il fait du bon travail en restant gratuit. Disons qu'il est dans la bonne moyenne. Et ça nous suffit amplement. Étant donné qu'il est fourni avec la plupart des imprimantes FDM du marché, autant faire ses premiers pas sur ce logiciel, et ensuite seulement, lorsque vous maîtrisez cette étape, voir si vous voulez passer à notre logiciel ou pas. J'avoue que personnellement, je continue d'utiliser Cura,
et ce, malgré le fait d'avoir essayé d'autres solutions, même payantes. Il n'est pas non plus des plus précis dans les prévisions d'impression. Eh oui, Cura, comme tous les autres slicers d'ailleurs, vous donnera une indication quant au temps d'impression et au métrage des filaments qu'il utilisera pour faire ce travail. Pratique, mais comme je le disais, pas très précis. Mais bon, on a quand même une indication quant au temps et à la quantité de filaments pour faire votre impression. Cela aide à savoir s'il reste suffisamment de filaments sur une bobine ou pas. Donc, un slicer va transformer votre modèle récupéré sur un site ou dessiné grâce à un programme comme Fusion 360 et transformé en un langage compréhensible par une imprimante 3D. C'est-à-dire en G-code. Vous avez peut-être déjà entendu parler de G-code. C'est en fait une suite d'instructions, comme celle que j'ai citée avant, avancer de autant, chauffer de autant, déposer le filament, aller à droite, à gauche, etc. C'est cela le G-code. Et un G-code, vous pouvez l'ouvrir avec un éditeur de texte, puisque ce n'est qu'une liste d'instructions texte. Cette liste d'instructions est envoyée à votre imprimante 3D, soit en la transférant sur une carte SD ou micro SD, soit par liaison filaire à partir de votre ordinateur, ou encore par Wi-Fi. Cela dépendra de votre imprimante 3D. Et une fois ce fichier dans l'imprimante, là, elle saura quoi faire. Elle lira les instructions une par une et les exécutera avant de passer à l'étape suivante. Disons que c'est un peu comme le GPS de votre voiture. Il vous dit où tourner, à quelle vitesse rouler, etc. Le G-code, c'est un peu pareil. Le G-code est une étape primordiale dans l'impression 3D. C'est le G-code qui déterminera la précision, la finition et les dimensions de votre pièce à imprimer. En fait, le G-code détermine tout. Toutes les données relatives à cette impression sont contenues dans le G-code. Un exemple, si votre pièce à imprimer contient une partie dans le vide, imaginons une impression d'une moto par exemple, le guidon de cette moto devrait être imprimé dans le vide. Seulement, votre imprimante 3D ne peut pas imprimer dans le vide. Votre slicer doit impérativement générer des supports pour le détail censé s'imprimer dans le vide. Et cela, le slicer en est tout à fait capable, à condition de lui indiquer qu'il doit le générer. Donc, il y a des cases à cocher et des réglages à préciser pour lui indiquer ce qu'il doit faire et comment le faire. Ce tuto aura donc pour mission de vous apprendre l'utilisation de base de votre slicer. J'ai bien dit les bases. Pour les astuces et autres subtilités, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Il faut savoir marcher avant d'apprendre à courir, non? Et des réglages, il y en a des tonnes, croyez-moi. Bien, commençons par le début alors. On va télécharger Cura. Connectez-vous sur le site Ultimaker. Tapez tout simplement Cura dans la barre de recherche. Et vous allez donc forcément tomber dessus. Hop. Voilà. Donc, chez ultimaker.com, un logiciel d'impression 3D. Donc ici, on va directement sur logiciel, on y est déjà. Désolé, le site est partiellement en anglais, mais bon. Vous devez d'abord déjà agréer. Voilà. Et ici, mes notes en français, c'est pas mal. Vous cliquez sur télécharger gratuitement. Si vous l'avez en anglais, ce sera download for free. Et en cliquant dessus, voilà. Une page, cette page vous demandera de choisir votre système d'exploitation. Windows, Mac ou Linux. Donc, dans mon cas à moi, c'est Windows. Vous choisissez votre système à vous et vous cliquez sur télécharger maintenant. Voilà. Il vous met Cura ici en bas, dans le cas de Windows bien sûr, hein, et il le télécharge. Je vais l'installer en même temps que vous, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Voilà, il a fini de télécharger et on va y aller.
Maintenant, pourquoi télécharger Cura alors que je vous ai dit qu'il était presque toujours fourni avec les imprimantes 3D gratuitement? Parce que la plupart du temps, la version qui vous sera fournie est une ancienne version. Donc, par la dernière et n'incluant pas les dernières améliorations et rectificatifs. Et Cura change régulièrement sa version. Donc, pour avoir la dernière version, la plus performante logiquement, téléchargez la dernière version donc. À partir de ce moment, il suffit de suivre à l'écran toutes les étapes pour son installation. Il n'y a aucune difficulté ou astuce, suivez les instructions à l'écran. Donc on clique ici. Vous devez bien sûr accepter. Voilà. Bon, ici il me dit qu'il est déjà installé, mais bon. Do you want to uninstall? Donc on va désinstaller l'ancienne version. C'est que vous ne devrez pas faire parce que moi je l'ai déjà. Enfin, je vais la désinstaller ici. Voilà, je vais la remettre tout à fait à 0, je vais dire. Hein. Et voilà. Désinstallation terminée. Donc cette étape, vous n'aurez pas à la faire. Voilà. Maintenant seulement, il va installer le programme Cura. Donc on clique sur Suivant. Bien sûr, le texte ici, il faudra bien l'étudier, lire phrase par phrase, parce que vous allez apprendre plein de choses. Et en fait, je vous avoue que je ne l'ai jamais lu, donc voilà, on clique tout simplement sur J'accepte. Et là, il va vous demander où l'installer. Moi, je le laisse comme ça, vous pouvez choisir un autre répertoire, mais enfin bon, voilà. Donc moi, je clique sur Suivant. Il va créer un raccourci Ultimate Cura. Et là, je ne bouge à rien puisque d'office, il est coché pour les fichiers qu'il a réellement besoin. Mais bon, il peut aussi gérer d'autres fichiers. Hein. Mais on ne clique sur rien, on ne change rien, on l'installe comme il est là. Et là, il fait son petit bonhomme de chemin, il travaille. Il est en train d'extraire tous les fichiers qu'il a besoin. Rassurez-vous, ça va s'accélérer après. Parce qu'à cette vitesse-là, hein, bon voilà. Donc là, il extrait tous les fichiers dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Voilà, c'est déjà terminé. Et maintenant, en cliquant, donc en laissant cocher la case Lancer Ultimaker Cura 4.8.0, c'est qui est la version actuelle. Si je clique sur Fermer, il va me l'ouvrir. Hop, voilà. Voilà. Ça prend quelques secondes. Alors, ce que vous ne voyez pas, parce qu'il affiche sur mon deuxième écran ici, il vous affiche une petite fenêtre quoi de neuf dans Ultimate Cura. Donc cette fenêtre-là, vous pouvez la fermer. Et vous avez Cura. Voilà, il s'était ouvert dans l'autre fenêtre, donc moi je le remets ici. Ceci, c'est le programme Cura proprement dit. Et on arrive donc à la configuration de base. Pour ce faire, vous devez d'abord déjà lui dire de quelle imprimante vous disposez. Ça se passe ici. On clique sur la petite flèche et voyez, d'office, vous avez 3 imprimantes. En fait, ce sont le plus utilisé, les plus vendus, je suppose, hein, qui sont déjà reprises. Bon, pour ma part à moi, ce sont justement 3 des imprimantes que je possède. Mais dans votre cas, si vous avez une imprimante différente, vous cliquez sur Ajouter une imprimante. Voilà. Donc là, il suffit maintenant de lui dire si votre imprimante est raccordée en réseau, donc si elle est reliée en filaire à votre ordinateur, ou si c'est une imprimante hors réseau. Bon, étant donné que j'en ai plusieurs, donc moi, dans mon cas, c'est une imprimante hors réseau. Et on ouvre la liste des imprimantes. Comme vous pouvez le voir ici, bon, Ultimaker bien sûr vient en tête, vous avez toutes les imprimantes Ultimaker. Mais vous avez un tas d'autres marques disponibles, 3D Maker, 3D Tech, AlphaWise, Anet, Anycubic, Artillery, enfin bon, vous avez vraiment une liste qui est déjà très complète. Admettons que nous ayons une Creality, voilà, laquelle? La CR10, CR10 Max, CR10 Mini, CR10S, CR10S Pro, mais tiens, voilà, celle-là, je l'ai. La Pro,
on va dire que ce soit celle-là, et on va l'ajouter. Voilà. Il vous ouvre de nouveau une autre fenêtre. Donc, pour chaque imprimante, vous allez pouvoir vérifier, premièrement, que la taille de votre plateau correspond bien à l'imprimante que vous avez. Donc, ce cas-ci, c'est 30, donc 300 mm sur 30, 300 mm, avec une hauteur de 440 cm. Que le plateau est rectangulaire, soit vous placez l'origine au centre, ce que je trouve tout à fait absurde, donc il va prendre son origine dans un coin. Est-ce que vous avez un plateau chauffant? Oui ou non? Volume de fabrication chauffant. Ça, je ne sais strictement pas à quoi ça sert, voilà. Le parfum G-code, bon, c'est pas une odeur qui va s'échapper de votre imprimante, c'est tout simplement pour savoir le firmware de quelle origine il est. Donc dans ce cas-ci, c'est un Marlin. Ça, vous ne bougez pas. L'extrudeur 1, forcément, vous n'en avez qu'un seul. Ok, mais ça, c'est pour la suite. Hein. Paramètres de la taille d'impression, ça, vous ne bougez à rien non plus, quoi. Hein. Donc, l'extrudeur, voilà. Là, il vous dit aussi diamètre du matériau compatible. Donc, celui-ci, cette imprimante est conçue pour des filaments de 1,75 mm. Donc, décalage, tout ça. Vous ne bougez à rien ici. C'est juste, ici, vous vérifiez tout simplement que ça corresponde bien à votre imprimante. Et si vous choisissez la bonne imprimante, il n'y aura pas de problème. Donc, faites suivant. Et là, vous avez une représentation en appuyant sur la touche CTRL et en bougeant la petite molette de votre souris, vous allez pouvoir réduire l'image. Et là, vous vous rendez compte, en fait, c'est le dessin, c'est la représentation en grisé, là, de votre imprimante. Et là, en bleu, ce que vous voyez, c'est le volume qu'elle peut réellement imprimer. Donc, votre pièce devra se situer dans ce volume. S'il dépasse, Cura ne pourra pas l'imprimer correctement. Et vous allez vite vous rendre compte que, voilà, par exemple, on va prendre la Weiss U30, hop, il change automatiquement le plateau. Bon, il n'y a pas toujours le dessin d'imprimante, mais bon, ici, vous voyez très bien que le volume d'impression a changé. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle imprime sur une plus petite surface. Alors, dans le dessus, ici, vous avez, donc déjà premièrement, toute la ligne fichier, modifier, visualisation, enfin bon. Donc là, vous avez déjà tous les paramètres que vous pouvez modifier. Donc, ce qui est important, c'est cette barre ici, quoi. Hein? Celle-ci. Là, vous avez l'imprimante avec laquelle vous allez imprimer votre travail. Vous avez les filaments avec lesquels vous allez imprimer. Et vous avez ici différents réglages. Pour l'instant, ne vous occupez pas trop. Vous allez voir, ça va changer par la suite. Le petit crayon ici, en fait, c'est là que vous allez pouvoir modifier certaines données de votre imprimante. En fait, ici, vous allez dire à Cura comment imprimer. Donc, la première ligne de profil, c'est simplement pour lui dire la netteté d'impression. Bon, généralement, on imprime en 0,2. Si vous voulez avoir une impression plus précise, plus fine, je vais dire, ben, vous descendez, voilà, 0,06, 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2. Ou alors, si vous voulez une impression plus rapide, mais plus grossière, vous passez en 0,3, 0,4 ou 0,6. Donc ça, c'est pour le profil. On ferme. La qualité hauteur de couche, bah, généralement, on n'y bouge pas. De toute façon, elle va varier en fonction de ce que vous choisissez ici. Par exemple, ici, si je prends fine, conserver les modifications, voilà. Automatiquement, la hauteur de couche, vous voyez, elle a bougé, elle est à 0,1 maintenant. Si je me remets en draft, ok, elle s'est mise ici maintenant à 0,2. Là non plus, généralement, dans coque, on ne bouge pas grand chose. Donc 1,2 mm pour l'épaisseur de la paroi. Donc ce qui veut dire que, en fait, elle va déposer plusieurs filaments côte à côte pour constituer une paroi de 1,2 mm d'épaisseur. Nombre de lignes de la paroi, il y aura 3 lignes. Épaisseur du dessus et du dessous, voilà, en fait. Vous avez tout le réglage ici.
Ce qu'il faudra modifier, c'est le remplissage. Et si vous regardez bien, le petit dessin ici correspond à ce petit dessin-là. Donc, ce dessin ici, enfin ce petit logo ici, vous dit à combien de pourcents de remplissage vous êtes. Pour bien comprendre comment fonctionne le slicer Cura, on va importer une pièce. Donc pour ça vous cliquez sur fichier, ouvrir le ou les fichiers, voilà. Donc ici, voilà, vous allez sur le disque dur sur lequel se trouvent vos réalisations ou ce que vous avez téléchargé, et vous allez chercher une impression, voilà, dans impression 3D, dans mon cas à moi bien sûr, imprimante 3D, fichier 3D, voilà, et là on a un tas de choses. Qu'est-ce qu'on a en décoration? Non. Divers. Bon, porte-bijoux par exemple. Ma main. Voilà la représentation de ce que vous voulez imprimer. Ça c'est le fichier que j'ai téléchargé. Ok, voilà. Donc première chose à vérifier, déjà ici on a une erreur dans le modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties, quand on regarde ici en dessous, qui sont manquantes, qui ne sont pas bien définies. Donc on va peut-être aller chercher une autre pièce. Donc je vais faire nouveau projet. Je ne sais pas pourquoi il y a un défaut dans celui-là. Ouvrir le fichier. Donc fichier 3D. Qu'est-ce qu'on a dedans? Non, je dois m'autoriser. Non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, on a un petit problème. Vous voyez, l'objet imprimé, il se trouve là. Un peu petit. Ben, là, je vais pouvoir vous expliquer. Voilà, en cliquant sur la pièce, vous voyez, il y a 3 flèches qui apparaissent. Si c'est ce bouton-ci qui est cliqué, ça sert à déplacer la pièce. Comment? En cliquant sur une des flèches, on va pouvoir le déplacer droite-gauche. Ça c'est la ligne rouge. Sur la verte, on avance la pièce ou on recule la pièce sur le plateau. Et la bleue sert à la soulever ou la descendre. Mais bon, ici elle est sur le plateau, donc c'est parfait. Le deuxième bouton, justement, sert à agrandir et à rapetisser la pièce. Donc dans ce cas-ci, elle est à 100%. Cocher échelle uniforme si vous voulez qu'elle grandisse dans tous les sens, donc hauteur, largeur et profondeur, de la même façon. D'accord? Sinon, on pouvait agrandir par exemple rien que la largeur. Hein, mais bon, ici, dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est une pièce, donc on va l'imprimer à 1000%. Tiens, c'est déjà mieux. On va dire un peu plus mieux ce qu'on veut faire. Hein. On peut encore l'agrandir si on veut. On va par exemple mettre 3000%. Voilà, là on commence comme à voir ce qu'on veut. Voilà, c'est une pièce qu'on peut imprimer. Donc voilà, une des pièces, ok? Donc je vous explique rapidement ces boutons ici. Donc le premier, on l'a vu, c'est pour le déplacement sur le plateau. Le deuxième, c'est la taille de l'objet. Le troisième, ce sont les rotations. Donc ça, je peux vous montrer aussi. Comme vous voyez, il y a toujours ces 3 couleurs. Ici sont des cercles. Pourquoi? Parce que si j'attrape le bleu, je peux le faire pivoter comme ceci. Si j'attrape le vert, hop, je clique dessus, je peux le pivoter comme ceci. Et ce qui est bien, voilà, une fois que j'ai pivoté dans ce sens-là, vous voyez, en fait, la pièce n'est plus entièrement sur le plateau. Si je lâche maintenant la souris, hop, elle se remet automatiquement dessus. Maintenant, je vais la pivoter de nouveau pour la remettre dans une position. Voilà. Et la rouge permet de pivoter dans l'autre sens. Donc, en fait, vous pouvez retourner votre pièce comme vous voulez.
Est-ce que vous voyez ici que ça s'affiche en noir? Vous voyez le petit chiffre qui suit le réglage de ma souris? Bien voilà, ici je l'ai remis à 0, donc il indique un petit 0 dans cette... En fait c'est l'indication, c'est le degré à combien vous l'avez tourné. Donc voilà, ici la pièce elle est bonne. Hein? Le suivant ici, ça sert aux inversions miroirs, je vais dire, regardez, hein, si je clique, donc le petit bouton ici, il est à droite, si je clique là, hop, il se retrouve à gauche. Si je clique, il revient. Donc c'est pour imprimer en miroir, un effet miroir. Je ne m'en suis encore jamais servi, je n'en ai jamais eu besoin. Voilà, ici nous avons les types de mailles. J'avoue franchement que je ne sais pas réellement à quoi ça sert, moi si jamais servi. Et là, voilà, là vous avez le déplacement que vous pouvez faire pour bouger cet objet. En fait, ça revient à peu près, je ne sais pas très bien à quoi ça sert. Ça ne change rien en fait. Je suis sur le même réglage que ce, voilà, pardon. Ah oui, il est revenu au premier en fait, donc celui-ci, je ne sais même pas quoi il sert, c'est juste d'avoir la pièce. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est copier vos pièces. Donc, si je prends un modèle normal, donc voilà, vous voyez à peu près comment ça fonctionne déjà. Hein. Donc maintenant, comme je vous le disais, le remplissage, ça c'est une des choses que vous devrez modifier. Ici, nous sommes à 20%. Tiens, on va le mettre à 50%. Voilà, je vais le découper pour que, en fait, il fasse réellement son travail. Donc là, il va appliquer le réglage que je lui ai donné. Et ce que vous voyez aussi, quand je passe sur les petites cases ici qu'on peut modifier, il vous ouvre une fenêtre qui vous explique en quelques mots à quoi sert ce réglage. Donc voilà. Déjà, premièrement, une fois qu'on l'a découpé, donc quand on a cliqué sur le petit bouton qui est ici en dessous, hein, il vous dit qu'il faut 14 heures à 59 minutes pour l'imprimer. Il vous faudra 110 grammes, ce qui correspond à 36,86 mètres. Il peut même vous afficher le prix si, dans les filaments que vous utilisez, si vous avez rentré ce paramètre, donc le paramètre du prix. Une bobine de 500 grammes de 1 kg me coûte autant. Si vous entrez ce paramètre, il va vous marquer ici aussi le coût de revient. Enfin bon, on en revient à notre réglage de 50%. En fait, comme vous l'avez vu, il n'y a rien qui a changé. En fait, non, rien n'a changé en apparence. Mais dans la réalité, regardez bien. Si on clique sur aperçu, il calcule. Oui, là j'ai fait une bêtise. J'aurais dû enlever le support pour l'instant. Voilà, j'enlève le support pour que vous voyez juste la pièce. Il va falloir que je redécoupe de nouveau. Chaque modification que vous faites ici, il faut à chaque fois redécouper la pièce. Pourquoi? Ben pour qu'il applique la modification que vous avez fait. Voilà, on était dans remplissage. De 20%, nous sommes passés à 50%. Mais comme je le disais, rien n'a changé en apparence. Donc maintenant, nous sommes sur aperçu. Ici, vous avez une pièce, vous avez un petit, on va dire un petit potentiomètre que vous pouvez faire glisser. Voilà, en fait là, vous voyez ce qu'il fait réellement. La tête d'impression. Là, elle est sur la dernière couche et il vous montre comment il va finaliser cette couche-là. Mais vous pouvez descendre. Regardez. Vous pouvez descendre dans les couches. Et là, on arrive. Ceci, c'est la première couche. Donc là, en fait, votre pièce ne fait que 0,2 mm d'épaisseur. Si on monte un petit peu. Hop. Si on monte un petit peu.
Voilà, là vous êtes à la 8e couche. Vous voyez? Et là, il complète tout doucement, couche après couche, il complète votre pièce pour vous montrer. Mais c'est vrai que je n'ai pas choisi la pièce idéale pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc, on va changer de nouveau de pièce et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai changé la pièce pour pouvoir vous montrer réellement les incidences de chaque réglage. Donc, on n'a rien bougé, on est toujours en draft. Le remplissage était à 20% comme il était réglé d'origine. Et le motif de remplissage, c'est une grille dans ce cas-ci. Hein. Enfin bon, on va voir. Les premières choses à faire, déjà, comme je vous disais, la pièce à imprimer, ce que vous voulez imprimer ici, vous devez la positionner de manière à faciliter son impression. Dans ce cas-ci, par exemple, si on regarde un petit peu, bon ben, en fait, voilà, en regardant comme ça, vous allez bien vite vous rendre compte, étant donné que le socle est mis en hauteur, ben, c'est vide en dessous de la tête de ce cheval que je voudrais bien imprimer. C'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, on va la positionner autrement. Pour ça, on va prendre les rotations. Vous voyez le cercle rouge, vous le prenez et vous le tournez. Et vous le tournez à 90 degrés. Voilà, comme ici. Hop, la pièce se positionne. Donc, déjà là, maintenant, comme vous voyez, bon, ce sera déjà plus facile pour l'imprimer. Voilà. Puisque le socle repose sur l'imprimante. Et ce que vous voyez normalement en rouge ici, c'est ce qui n'est pas en contact avec le socle. Pour bien vous en assurer, voilà, X, Y, 0. Maintenant, si je le monte ou si je le descends, il ne sera plus en contact. Mais là, il est en contact. Si je la descends un petit peu, voilà. Vous voyez, il n'y a plus de rouge. Là aussi, il y avait une petite erreur quelque part. Donc, j'ai descendu légèrement et le rouge qu'il y avait ici en bas a disparu. Maintenant, il est en bleu, donc il est bien en contact. Voilà. Bon, ici, j'avais mis... Je l'ai bougé avec la flèche, mais je vais juste... Voilà. Donc, enlever une couche. Et là, il est bien en contact. Donc, il y avait quelque chose qui l'empêchait d'être correctement en contact. Je ne sais pas exactement, peu importe. Et vous voyez qu'il y a encore des parties en rouge. Vous voyez, l'œil, une partie de l'oreille, une partie du naseau. Bien, ce qui est en rouge veut tout simplement dire que ce sont des pièces imprimées dans le vide. Comme je vous disais, une imprimante 3D ne peut pas imprimer dans le vide. Donc, normalement, il faudrait créer des supports. Mais on y reviendra après. On va d'abord regarder à cette histoire de remplissage. D'accord? Donc voilà. Nous étions à 20%. Et là, je vais mettre maintenant à... Allez, on va dire 50%. On va exagérer. Je vais faire Enter. Voilà, 50%. Et je vais découper la pièce. Pourquoi? Parce qu'elle n'appliquera les 50% qu'au moment où on va découper la pièce. Et comme vous pouvez le voir, Cura nous a mis ici qu'il va lui falloir 4h45 minutes pour imprimer. 41 grammes de filament, ce qui correspond à 13,69 mètres. Et comme je le disais déjà, si vous mettez le paramètre prix dans vos filaments, il va vous dire également à combien ça vous revient. Non, bon. Nous sommes maintenant à 50% de remplissage. Bien, ça veut dire quoi en fait? Rien n'a changé sur la pièce, apparemment, bien. Bien, on va voir ça. Si on clique sur Aperçu. Voilà. Et là, justement, vous voyez ce qu'il a rajouté. Ceci. Ce sont les supports pour imprimer ce qui est dans le vide. Mais pour bien vous faire comprendre pour l'instant, je vais le décocher. Et vu que je l'ai décoché, je dois le découper de nouveau. Voilà. Maintenant, voilà la pièce, comment il va l'imprimer. Zut, non, il y a aussi encore... Je n'ai pas... Voilà, j'ai enlevé la bordure, puisque là aussi, on n'en parle pas pour l'instant. Pour l'instant, on est sur le remplissage, donc. Hein.
on redécoupe encore une fois. On va y arriver. Voilà. Donc, la pièce toujours est toujours la même. Rien n'a changé. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça change? 20% de remplissage, ou 50%, ou 80%, peu importe. Ben, apparemment, rien. Eh bien, si. Regardez bien. La ligne ici, ce sont le nombre de couches. Donc, dans le cas de ce petit cheval ici, de cette tête de cheval, il lui faudra 523 couches pour l'imprimer correctement. Donc là, la pièce est finie. Donc forcément, à l'extérieur, vous avez toutes les faces visibles, je vais dire. Donc vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Donc maintenant, si vous croyez que la pièce est pleine, non, c'est pas le cas. Regardez bien. Je vais descendre. Donc j'attrape le petit point ici et je vais le descendre. Regardez. Voilà, admettons qu'on va s'arrêter là. On est à la 346e couche. Je vais agrandir un petit peu pour voir mieux ce qui se passe à l'intérieur. Donc, hop là, regardez. Vous voyez, à l'intérieur, il a imprimé. Déjà, ça ici, c'est un motif. Et ces motifs, dans ce cas-ci, sont des lignes. Il y a un remplissage à 50%. Donc, ce qui veut dire que 50% de l'intérieur de votre impression sont pleines. Et donc, 50% sont vides. Si je bouge ici, je mets à 20%, je redécoupe de nouveau. Donc je n'ai pas bougé au motif, j'ai juste bougé la densité du remplissage. Donc la première incidence déjà, c'est que de 4 heures et quelques, il est descendu à 2 h 50 minutes. Forcément, puisque comme vous le voyez, il y a moins à imprimer. Je l'ai mis à 20%. Donc cette pièce sera moins rigide. Mais bon, 20%, franchement, c'est déjà pas mal du tout. Donc la pièce est moins rigide, mais en même temps, elle met moins de temps et moins de matière pour l'imprimer. Là, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Donc la densité du remplissage, donc de 20%, je vais passer à 30%. On redécoupe de nouveau. Ça prend un petit bout de temps parce qu'en fait, il doit tout recalculer. Hein. Voilà. Donc maintenant, on est à 3 h 15 minutes. D'accord? Et comme vous le voyez, ben, c'est un petit peu plus espacé qu'avant. Donc, la densité du remplissage veut simplement dire la quantité de filaments utilisés à l'intérieur de votre impression. Le motif de remplissage, ici nous étions en ligne. On va par exemple se mettre en gris. On redécoupe de nouveau. Je n'ai pas bougé à la densité. J'ai laissé la densité comme elle était avant. Donc j'ai juste bougé au motif de remplissage. Hein. Et vous voyez, maintenant vous avez une grille à la place simplement de lignes. Et je peux encore changer. Je vais vous montrer autre chose. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc à vous de choisir. Donc les grilles sont relativement robustes. À partir de 20% déjà vous avez une belle pièce déjà bien solide. L'entrecroisé 3D, c'est pas mal non plus. Vous voyez, le motif est différent. Voilà. Moi c'est ce que j'utilise relativement souvent aussi, c'est le gyroïde. On va redécouper de nouveau. Je ne vais pas tous vous le montrer. Hein. C'est juste pour vous montrer l'incidence du réglage, ce que ça fait réellement. Voilà, vous voyez, c'est différent, c'est autre chose. Bon, si vous voulez pas vous embêter, vous mettez la grille et vous avez quelque chose de relativement solide parce que ce sont des lignes qui s'entrecroisent, qui sont solidement soudées entre elles et ça maintient bien la pièce. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, je pense, un des trucs les plus rapides et le plus solide. Maintenant, 30%, c'est un peu beaucoup pour une simple pièce comme ça que vous allez déposer sur votre meuble. Donc, dans mon cas, moi, je mets généralement 20% de remplissage. Pourquoi? Parce que simplement, ça va accélérer l'impression et ça va vous faire économiser du filament. Donc voilà, là on se retrouve avec une impression, avec un remplissage, pardon,
à 20% et une grille. Voilà donc, et comme vous pouvez le voir, en descendant dans les couches, vous allez réellement voir comment il imprime, ce qu'il y a à l'intérieur, et là vous pouvez mieux vous rendre compte du remplissage et de la densité du remplissage. Voilà. Donc la pièce finie, elle est là. Donc de l'extérieur, aucune différence, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc ça, c'est pour le remplissage. Au niveau des matériaux maintenant, là aussi, il y a quelques petites modifications à faire. Mais là, ça ne dépend pas de ce que vous avez envie. Là, ça dépend de ce que vous avez comme filament. Sur chaque filament que vous achetez, tout du moins si c'est des bons filaments, vous avez une température qui est indiquée. Généralement, c'est une fourchette, je vais dire, allez, on va prendre l'exemple, sur un filament, il sera marqué entre 190 et 210 degrés. Et à vous de voir. En fait, ce qui veut dire simplement dire que le filament entre 190 et 210 degrés, il va fondre correctement, mais ça dépend de chaque machine. Donc à vous de voir un petit peu. Généralement, bon, je fais une moyenne, donc entre 190 et 210, l'idéal c'est 200 degrés. Maintenant, vous pouvez mettre par exemple 205, ça ne changera rien au niveau de votre pièce. Et au niveau de matériaux, vous avez un deuxième paramètre à lui donner, c'est la température du plateau. Oui, je sais. Pour les PLA, vous n'avez pas besoin de chauffer le plateau. Eh bien, moi, je dis que je chauffe le plateau. Pourquoi? Tout simplement pour que l'impression colle correctement sur ce plateau. Il colle beaucoup mieux, le plateau étant chaud. Moi, je le mets entre 50 et 60 degrés. Et au niveau, au moment où l'impression est terminée, donc j'éteins la machine, le plateau refroidit, j'ai plus facile pour la détacher. Ce qui m'assure une meilleure stabilité de la pièce sur le plateau. Voilà, on passe au réglage suivant, vitesse, vous n'y bougez pas. Normalement, Cura connaît la vitesse optimale, je vais dire ceci, pour chaque imprimante. Mais vous pouvez la modifier, vous pouvez augmenter un petit peu la vitesse. Là, ça dépendra de votre machine, du type de moteur que vous avez. Il faudra voir jusqu'à où elle supporte, jusqu'à quelle vitesse, pardon, elle supporte pour faire une impression correcte. Déplacement, bien, vous ne bougez à rien. Refroidissement, veillez simplement à ce qu'il soit coché et à 100%. C'est quoi le refroidissement? Eh bien, la plupart des imprimantes maintenant possèdent plusieurs ventilateurs. Il y en a une qui refroidit la tête généralement, carrément la tête proprement dite, hein. Et il y en a un deuxième ventilateur généralement qui refroidit les filaments quand il sort de la buse. Puisqu'au moment de sortir, ce filament est à 205 degrés dans ce cas-ci. Eh bien, donc il mettra un certain temps à refroidir. Et pendant ce temps, il peut encore s'écraser, il peut bouger, il peut... voilà. Donc, si le filament sort, et dès qu'il est sorti, donc dès qu'il s'est déposé sur la couche inférieure, il est refroidi instantanément, et bien ce filament directement se fige, il ne bougera plus. Donc ça, pour ma part, en tout cas, je vous conseille vivement de l'enclencher. Donc on arrive au support. Dans ce cas-ci, dans le cas de cette pièce-ci imprimée, je ne pense pas que le support soit réellement nécessaire. Pourquoi? Bien, je vous l'explique. Bien, normalement, tout ce qui est dans le vide, l'imprimante ne peut pas l'imprimer. Comme par exemple, qu'on voit ici, les oreilles par exemple. Tiens, je vais agrandir un peu. J'en verrai un peu plus meilleur. Voilà. Comme vous voyez ici, par exemple, ces oreilles sont dans le vide. Vous voyez, il n'y a rien en dessous. Donc, logiquement, l'imprimante ne pourrait pas l'imprimer. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est pas une pièce abrupte, bien droite, qui sort de là à 90 degrés. Donc ici, vous voyez, il y a un petit arrondi ici. Donc en fait, quand elle arrive là, l'imprimante, elle va imprimer à chaque fois un petit chouïa vers l'extérieur. Donc c'est pas que directement elle part de 5 cm avec une ligne droite vers l'extérieur. À chaque couche, elle sort un petit chouïa seulement. Donc un petit chouïa, ça, elle sait le faire dans le vide. Maintenant, si cette distance, si cette courbe est trop prononcée, que directement elle part trop dans le vide, elle ne saura pas le faire. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'il n'y aurait pas besoin
de support. Mais on va quand même vous montrer ce que ça fait le support. Bien. Et ça, c'est pour vous savoir à quoi correspondent les différentes données. Hein. Donc support, on va le cocher. On va voir la différence tout de suite. D'accord. Dans ce cas-ci, pour l'instant, c'est positionnement de support partout. Angle de porte-à-faux, pardon, du support de 50%. 50 degrés, pas pour cent. On va la redécouper, comme ça vous allez voir à quoi ça correspond. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, l'imprimante a ajouté des choses ici. Bien, ces choses, qu'est-ce que c'est en fait? Bien, ce sont les supports. Alors, plusieurs choses déjà. Donc, premièrement, je lui ai demandé d'en mettre partout. Ce qui veut dire en fait que partout où il y avait un porte-à-faux de plus de 50 degrés. Attention. Elle a mis des supports automatiquement, elle les a calculés. Bien, ces supports, bien qu'ils soient liés à votre pièce, ne sont pas des supports qui tiennent comme tient les filaments qui composent réellement la pièce. C'est-à-dire que c'est plus... Vous savez le défaire beaucoup plus facilement, quoi. Hein. Ça, c'est déjà la première chose à savoir. Maintenant, au niveau des réglages, donc au positionnement du support, vous avez deux possibilités. Soit partout, soit en contact avec le plateau. Si je mets en contact avec le plateau, que j'ai fait découper, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien fait, il n'a pas mis de support. Pourtant, on lui a demandé des supports en contact avec le plateau. Donc voilà toute l'astuce. En contact avec le plateau. Le plateau est ici. Donc, si cette oreille aurait dépassé sur le plateau, ici ce n'est pas le cas, il se trouve en fait au-dessus du socle qui fait partie de la pièce. Si cette oreille aurait été plus grande, si la tête de cheval aurait été plus grosse, donc l'oreille aurait dépassé, et dans ce cas-ci, il aurait mis un support en contact avec le plateau. Ce n'est pas le cas ici, donc vous ne le verrez pas. Par contre, maintenant si je remets partout, là en fait maintenant, je redécoupe, il va mettre des supports partout où il le juge nécessaire, en fonction de ce réglage-ci. Donc l'angle de porte-à-faux de support. Ici on a mis à 50 degrés. On va le modifier après et vous verrez ce que ça donne. Voilà, donc il a recréé des supports. Puisque maintenant on lui a dit partout. Donc même sur le socle même, il en a mis. Donc le deuxième paramètre que vous pouvez changer, c'est l'angle de porte-à-faux du support. Pardon. Donc dans ce cas-ci, 50 degrés correspondent à, ben voilà, ici il doit y avoir une différence de 50 degrés, puisqu'à partir de 50 degrés, il le met. Si je réduis ce chiffre, je mets par exemple, allez, pas grand chose, on va mettre 40% au lieu de 50, on va le redécouper. Voilà. Comme vous pouvez déjà voir, il a modifié légèrement le support, je crois même qu'il en a rajouté à l'arrière. Et même ici, ils sont plus épais. Pourquoi? Bien parce que j'ai diminué le chiffre ici. Donc, ce qui veut dire que maintenant, à partir de 40 degrés, il mettra le support. Maintenant, si je mets 20 degrés, pardon, vous allez voir la différence. Désolé, ça prend à chaque fois un peu de temps, mais il doit tout calculer. Voilà. Vous voyez, maintenant, il a encore mis plus encore. Bon, maintenant, ça ne sert à rien non plus de mettre des supports partout. Là, c'est à vous un petit peu de tester et de voir réellement où il en aura besoin. Je vous dis, si vous avez une pièce, hop, une tige qui monte, hop, une tige qui monte bien droite ici par exemple, et puis après, juste après, vous avez une barre horizontale qui dépasse vraiment, bah forcément, le bout ici sera dans le vide, il n'y a rien en dessous, donc là il faudra mettre un support. Mais si c'est une pièce arrondie légèrement et pas de façon trop abrupte, il pourrait peut-être l'imprimer sans support. Là c'est avec l'expérience et là ça dépend de votre imprimante. Donc c'est surtout votre expérience à vous qui vous fera dire là où il faudra mettre le support. Mais bon, 20% c'est trop peu. Si je mets à 80% par exemple, 80 c'est beaucoup aussi, on va mettre 70. Ok, puisqu'on on a essayé 50, 40 et 20, maintenant on va essayer 70. Voilà. Et là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller par exemple sur Thingiverse
aller chercher une petite pièce à imprimer qu'on appelle généralement pièce test, où là, vous allez avoir les différents porte-à-faux et il va essayer de vous imprimer. Comme ça, vous imprimez cette pièce-là sans support et vous allez voir jusqu'à quel degré, jusqu'à combien de degrés elle peut imprimer dans le vide. Voilà, vous voyez ici maintenant à 70 degrés, ben, elle a mis beaucoup moins. Mais cette partie-ci apparemment est à 70 degrés, donc là oui, là il faudra absolument donc comment le mettre. Le reste je pense qu'elle pourrait l'imprimer, parce que je ne pensais même pas qu'il y avait 70 degrés, mais apparemment si. Donc voilà, je pense qu'avec ça ici, vous devez vous en sortir. Donc ça c'est pour, voilà, j'ai enlevé le support, juste pour la suite, pour vous voir plus clair. Donc, c'est ce qui termine donc l'explication sur le support. Mettez-en quand vous avez des porte-à-faux assez importants. N'en mettez pas quand il n'y a pas lieu d'en mettre. Bon. Il reste encore l'adhérence au plateau. Et là, vous avez 4 choix possibles. Aucun, jupe, bordure, radeau. Mais bien sûr, on revient à aucun. Voilà. Bien, quelle est la différence? Non, regardez bien cette pièce. Je vais le mettre comme ceci pour que vous voyez plus clair. D'accord? Donc, vous avez le socle qui est là et vous avez la tête de cheval qui est là. D'accord? Donc, si je mets aucun, ben, forcément, ça ne bouge pas. On va mettre la première possibilité, la jupe. Et on découpe. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si vous regardez bien, voilà. Il a mis une ligne autour de votre impression. Déjà, premièrement, à quoi sert l'adhérence du plateau? L'adhérence du plateau sert tout simplement, ce qui arrive quelquefois, lors des impressions, surtout quand elles sont trop fines, c'est que les coins se soulèvent. Vous avez même peut-être quelquefois un arrondi ici, quoi. Comme sur la pièce que je vous montre ici. Donc, cette adhérence au plateau est supposée améliorer l'impression de votre pièce. Pour ma part, à moi, la jupe ne sert à rien. Elle n'est pas en contact avec la pièce imprimée, elle ne fait que une seule épaisseur. Donc dans le cas de réglage ici, elle fait 0,2 mm d'épaisseur. Donc je ne vois vraiment pas en quoi elle pourra vous aider à bien maintenir la pièce sur le plateau. Donc pour moi, la jupe, inutile. On s'en bat un, voilà. La bordure, qui est la deuxième possibilité donc. Voilà. Bien, comme vous pouvez le voir, donc le socle s'arrête là. La bordure en fait fait également une seule couche en épaisseur, donc 0,2 mm dans ce cas-ci. Mais par contre, elle est attachée à la pièce. Donc ce qui en fait augmente la surface d'adhérence sur le plateau. Donc à partir de là, oui, ça peut déjà servir. Et donc elle est en contact avec la pièce. Mais encore une fois, ce qu'elle met ici autour, c'est un peu comme le support. Ce n'est pas vraiment collé, ce n'est pas vraiment solidaire à 100% avec la pièce imprimée. Elle tient, mais sans plus, vous pouvez l'enlever sans trop de difficulté. Donc ça c'est la bordure. Une seule couche sur une petite largeur, on va dire de 1 cm à peu près, quoi. D'accord? Et on passe au suivant, au dernier, le radeau. On redécoupe. Voilà. Bien, la différence par rapport à ce qu'on a vu avant, déjà, c'est déjà l'épaisseur. Vous voyez, c'est déjà plus large que la bordure. Mais, autre point important, regardez, voilà. Il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs couches. D'accord, si on regarde par en dessous, il y a un petit motif. Donc, comme je vous le disais, cette pièce est moins solide que la pièce imprimée en elle-même. Mais, elle augmente la surface en contact avec le plateau, donc ce qui améliore son adhérence. Et secondo, vu que souvent ce sont les coins qui se décollent, eh bien, avant d'arriver à la pièce, il y a déjà une certaine distance. Bon, ici, on doit être à quoi? À ouais, un peu plus d'un centimètre, 1,5 cm, je dirais, quoi. Donc, il y a des chances que votre pièce en elle-même soit super bien imprimée,
Donc elle adhère beaucoup mieux puisque la surface est plus grande. Et elle fait, ici elle doit faire 3 couches d'épaisseur je pense. Attendez, on va voir ça tout de suite. Hop. Une. Je modifie. Deuxième couche. Troisième couche. Quatrième couche. Hop là, voilà. Et la cinquième couche, on est déjà sur le plateau en lui-même, sur le petit socle de la figurine. Donc, en réalité, donc le radeau ici fait 4 couches d'épaisseur. Dans les paramètres, comme ils sont réglés ici, vous ne pouvez pas modifier l'épaisseur du radeau. En allant plus loin, en prenant des réglages beaucoup plus précis, qui vont plus en profondeur, je vais dire, vous aurez aussi la possibilité de modifier cette épaisseur. Mais bon, dans notre cas, nous, c'est pas nécessaire. Pour le débutant, les réglages comme ils sont ici sont largement suffisants. Je vais néanmoins quand même vous montrer comment modifier plus en profondeur. Donc ça, l'adhérence au plateau, on a fait le tour. Pour ma part, c'est soit le radeau, soit la bordure. Bon, c'est pas pour le peu de filament, moi je laisserai le radeau. La double extrusion ne vous concerne pas, sauf si vous avez une imprimante, pardon, avec 2 têtes d'impression. Voilà. La pièce, donc ici maintenant je vais mettre aucun, juste pour vous montrer, de nouveau, pour la pièce brute, je vais dire telle que elle devrait se présenter une fois qu'elle serait imprimée. Voilà. Donc, ça, on a fait le tour de ce qu'il faut régler si vous voulez un petit peu maîtriser le programme Cura. Mais comme je le disais, vous êtes ici dans des réglages de base. Donc ici nous sommes dans une qualité de base au niveau des réglages, je parle maintenant. Hein. Donc maintenant vous voyez ici, donc ici au-dessus vous avez l'épaisseur d'impression, le remplissage, la densité de remplissage, et tout ça vous pouvez le changer ici. Ça ici vous n'y prêtez pas trop attention, les 2 paramètres importants sont ceux-là, l'épaisseur d'impression et la densité de remplissage. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, d'accord, vous allez dans paramètres, configurer la visibilité des paramètres. Et là, vous voyez, pardon, vous avez le réglage qui est réglé sur basique. Et vous voyez ce que vous pouvez modifier. La hauteur de la couche dans ce cas-ci, ça c'est pour la qualité. Je vais ouvrir, non, je ne sais pas si celui-là est ouvert forcément. Au niveau de la coque, qu'est-ce que vous pouvez modifier? Vous pouvez modifier l'extension de l'épaisseur de la paroi et le nombre de lignes de la paroi, l'épaisseur dessus, voilà. En fait, tout ce qui est coché, vous pouvez régler. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cochées. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, au lieu de choisir le basique, vous choisissez un autre réglage. Ou là, par exemple, voilà, au niveau de la qualité, par exemple, regardez la différence entre A27 et basique. Voilà. Ici, vous ne savez régler que la hauteur de la couche. Et dans les tâches supérieures, je vais dire, vous pouvez régler un tas d'autres paramètres supplémentaires. Et c'est pas fini. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et maintenant, si on met All, bon là c'est la totale, vous avez 352 385 possibilités de réglage. Ouf, ça fait un peu beaucoup quand même, mais enfin bon. Mais dans votre cas à vous, en tant que débutant, parce que vous voyez tout ce qui est à régler là, tout ce qui est possible de régler, ça va devenir chaud, je vais dire de toute façon, il y a la plupart des réglages ici, je vais dire, même moi je ne les connais même pas, je ne sais même pas réellement ce que ça change. Donc, je vous conseille dans un premier temps de rester bien sagement, pardon, sur basique. Voilà, on le ferme. Voilà, si je vais rechercher pour vous montrer, hein, configurer, voilà. Donc de basique, je mets en all, je le ferme, voilà. Si je retourne sur le petit crayon ici maintenant, voilà. Maintenant, regardez tout ce que vous avez réglé. Oui. Là, il y a une triclée de réglages possibles, imaginables.
Et voilà. Au niveau du remplissage, par exemple, bon, avant on avait le réglage de la densité et on avait le motif de remplissage. Hein. Maintenant ici, regardez, on a la distance d'écartement entre les lignes de remplissage. On a relié les lignes de remplissage, sens de ligne de remplissage, remplissage décalage. Je ne sais même pas réellement à quoi ça sert. Enfin, à quoi ça sert, si, bien sûr. Mais je veux dire, quelle est l'incidence réelle de ce réglage? Je ne la connais pas. Donc là, vous avez vraiment, au niveau de température, vous avez une triplée de température possible, imaginable, tout ce que vous voulez. Au niveau de la vitesse, au niveau de... Il y a un tas de paramètres à changer qui, pour ma part, à moi, ne servent à rien pour les débutants. Donc, j'en remets en basique. Je ferme et on est revenu aux réglages initiaux de quelques 10-15 réglages possibles qui sont largement suffisants pour vous. Bien, une fois qu'on en est là, donc on l'a découpé, d'accord? Et donc là, il nous dit 2h50 d'impression. Maintenant, arrivé à ce stade-là, maintenant, vous pouvez déjà l'enregistrer. Si vous cochez ici, vous pouvez l'enregistrer soit sous un fichier ou soit sur un lecteur externe. Donc là, c'est à vous de préciser où vous l'enregistrez pour pouvoir l'envoyer à l'imprimante. La plupart des imprimantes utilisent une carte SD ou micro SD, donc enregistrez-le sur ce support et vous l'intégrez dans l'imprimante. Ce qu'il faut encore savoir, c'est que vous pouvez changer bien sûr le matériau utilisé, soit vous utilisez, donc vous pouvez gérer les matériaux, généralement, bon, on imprime en PLA, mais enfin bon, vous pouvez gérer les matériaux ici, vous arrivez là, où vous avez déjà plusieurs, vous avez l'ABS, le CPE, le HIPS, les nylons, le PC, bon, toutes les imprimantes ne peuvent pas les imprimer, certaines imprimantes ont plus de possibilités que d'autres, donc en fonction de votre imprimante, choisissez, bon, généralement l'imprimante PLA, je vais dire, voilà, on prend le PLA, et ça, ce sont les dénominations de base, ok, et les paramètres d'impression que vous avez ici. Ça sont les réglages de base. Maintenant, vous pouvez créer vous-même. On va en créer un, par exemple, voilà. Et on va... Voilà, on va... information, voilà. Afficher le nom, il va nous afficher matériaux personnalisés. La marque... vous mettez le nom que vous voulez. On peut mettre ici le nom d'un matériau, mon filament, ok, le type, bon, généralement dans ce cas-ci c'est du PLA, mais pour le modifier également, la couleur, il met une couleur au hasard, mais on peut la changer. En cliquant dessus, vous allez chercher une couleur qui vous agrée. Maintenant, on ne parle pas réellement de la couleur du filament, on marque dans quelle couleur il va afficher ces filaments, c'est-à-dire que c'est pour vous avoir plus facile. On va par exemple dire, allez, c'est du rouge, c'est du filament que j'utilise le plus souvent, c'est le rouge. Ok, d'accord, il a mis en rouge. La densité, ben là ça dépend de votre fournisseur. Logiquement, ce sont des informations que vous devez pouvoir avoir. Mais ce qui est important, c'est que vous allez choisir le diamètre de votre filament, dans ce cas-ci c'est de 1,75. Et comme je vous le disais tantôt, ici, on peut lui donner un prix. Par exemple, je donne, allez, je crois que c'est 27 € pour une bobine de voilà, 1000 grammes, donc 1 kg. Donc, ce qui veut dire automatiquement, en fonction de la densité que j'ai mis et tout ça, la bobine d'1 kg doit faire 335 mètres et le coût au mètre est de 0,08 € par mètre. Bon, voilà. Donc ici maintenant par exemple, on l'a modifié, on peut encore mettre la description. Non, non, préféré, voilà. Et donc on a notre filament personnalisé. Dans le paramètre d'impression, on peut aussi lui dire que ce filament-là doit chauffer, comme on a dit tantôt, allez, je vais dire 200, on va dire 210 degrés. D'accord? Quand on utilise ce filament-là, il doit mettre le plateau à
50 degrés. La température de veille, bon ça je n'y bouge pas généralement. Hein. De toute façon ça ne sert à rien parce que ce paramètre ne sert que si vous avez deux buses et qu'une autre buse est utilisée. La distance de rétraction, on n'y bouge pas. La vitesse de rétraction, vitesse du ventilateur, 100%. Voilà. Donc on a, et comme vous avez vu, je vais fermer ici, voilà. Comme vous avez vu, la pièce a changé. Donc, ces paramètres ici ne servent que à vous donner une idée de ce que ça va faire. Si on découpe la pièce maintenant, et là j'attire votre attention, par exemple ici on a changé, voilà, 24 grammes, donc 2h50 minutes, 24 grammes, 8 mètres 14, pardon, et cette pièce vous coûtera 0,73 €. On l'enregistre et on l'envoie à l'imprimante. Et voilà, on a fait le tour de Cura. Bien. Nous avons donc fait un premier tour des propriétaires du programme Cura. Donc je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses. Tous ces réglages que je vous ai montrés sont les réglages de base. Et si vous suivez ce tuto correctement, vous devrez pouvoir vous en sortir déjà. Maintenant, au besoin, faites-le nous savoir. On pourrait aller plus loin. Demandez-nous à quoi correspondent certains réglages, à quoi correspondent certaines modifications. Donc, posez vos questions, laissez-nous un petit commentaire et on verra ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, pour ma part, je pense que les explications qu'on vous donne ici devraient vous aider à vous en sortir correctement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, bien qu'elle soit un peu plus longue que d'habitude, vous aura plu. J'espère qu'elle vous apprendra quelque chose, j'espère que vous allez vous en sortir avec ça. Et j'espère que vous allez vous abonner, nous laisser un petit pouce bleu et nous suivre dans l'avenir. Voilà, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous aide énormément. Allez, ciao, bye, à la prochaine.